Il y a deux catégories d'électeurs. Ceux qui ont déjà fait leur choix et qui par conséquent savent parfaitement pour qui ils vont voter, et quels que soient les débats ou quel que soit ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, ces faits, en tout cas ces événements, n'auront aucune influence sur le jugement politique des électeurs qui sont déjà convaincus. C'est le cas d'environ 75% des électeurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un quart des électeurs qui restent en situation de décision, qui sont dans ce qu'on appelle la situation du vote d'isoloir, qui ne se sont pas abstenus parce qu'ils estiment qu'ils ont une obligation citoyenne. Et c'est vrai que le débat a cet avantage de pouvoir jouer sur le côté affectif. À savoir qu'on entend parler des candidats, on les entend au niveau de la voix, mais quand ils sont devant les médias, la posture, il y a beaucoup de critères subjectifs qui font que lorsque quelqu'un n'est pas encore convaincu, un simple détail est lié peut-être à l'esthétique de la personne, à sa faculté d'élocution, peut-être que la personne, en tout cas le candidat ou la candidate, développe un seul point qui fait partie des préoccupations de l'électeur, et juste cette coïncidence de point de vue peut faire basculer un choix en faveur d'un candidat. Les thèmes ont été choisis en fonction de ceux qui ont émergé le plus par rapport aux besoins identifiés au niveau des réseaux sociaux. D'autre part, quand vous voyez la structure du débat organisé par la chaîne concurrente, dans un premier temps, le président sortant, puisque c'était un débat régional, a présenté son bilan. Alors il a présenté son bilan autour d'une syntaxe et d'une sémantique. La syntaxe, c'est de dire que pour ma part, j'ai construit un socle, mais il me faut construire les fondations. Et qu'en ce qui concerne l'équité, donc deuxième élément de sa syntaxe, mais écoutez, moi, interrogez tous les maires, ils vous diront tous que je me suis occupé, au-delà même des étiquettes politiques, de toutes les communes. Maintenant, en face, et ça c'est le principe même du contradictoire de toute démocratie, eh bien, il y a eu des éléments de syntaxe tels que échec, en matière des politiques publiques, d'autres éléments en lien avec les conséquences de ces politiques, le fait qu'elles ne soient pas inappropriées. Il y a eu une troisième catégorie de syntaxe avec la contestation. Les chiffres qui ont été avancés par le président sortant ont été contestés. Et là maintenant, je viens à la sémantique. Donc là, on est maintenant dans les thématiques. Il y en a quand même trois qui ont émergé. Une classique qui est celle de l'eau. Par contre, vous avez constaté que la jeunesse a fait partie d'une des thématiques qui ne faisait pas partie des différents débats antérieurs. Et d'autre part, il y a eu beaucoup d'interventions sur, en tout cas directement ou indirectement, sur tout ce qui concerne la prise de responsabilité locale. Et c'est vrai que ces deux thématiques, en tout cas ce qui a pu émerger au niveau du débat, au-delà de l'eau, du transport, etc., de l'aménagement du territoire, il y a effectivement cette problématique de la jeunesse et cette problématique peut-être moins développée, mais du pouvoir local. Les présentateurs s'en sont bien tirés parce que 12 têtes de liste, et vous avez vu qu'à certains moments, il y avait une propension presque à l'énervement de certains candidates, surtout d'une candidate, et donc il a fallu rectifier. Maintenant, lorsque l'on participe à un débat télévisé, c'est le cadre du débat qui crée les conditions presque dans lesquelles on répond, puisqu'il y a un tirage au sort. Il y a des thématiques qui ont été préalablement identifiées en fonction des réseaux sociaux et lui, le candidat, dispose d'un temps où il ne peut pas développer entièrement ce qu'il a à dire, il ne peut développer que ce qu'il est possible de développer pendant le temps qui lui est imparti. Donc c'est vrai qu'il y a eu des tentatives de dérapage, mais compte tenu que les temps étaient chronométrés, automatiquement il a pu y avoir une attitude, j'ai trouvé relativement respectueuse. Il n'y a pas eu, comme ça se fait au niveau des réseaux sociaux, ben là encore on est dans tout ce qui concerne la communication et l'émotion, des invectives, non pas du tout. Il y a eu une posture contradictoire
de confrontation franche, mais il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu en tout cas de dénigrement personnel. Et là-dessus, c'est vrai qu'une telle personne qui pourrait tenir de tels propos au niveau des médias, ben, elle-même se discréditerait. Autant elle peut le tenir au niveau des réseaux sociaux, à la limite ça fait rire, bon voilà, ça fait rire. Par contre, devant le média, nous sommes bien d'accord, les lecteurs retrouvent non pas son émotion, mais sa rationalité. Le petit côté émotif, s'il n'est pas décidé, donc il va regarder s'il s'exprime bien, si c'est une femme qui a une esthétique particulière. Vous savez, il y a 10 000 critères que les lecteurs utilisent quand il n'est pas décidé. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a eu une attitude, une posture que j'ai trouvée appréciable. Quand je consulte le programme des différents candidats, en tout cas particulièrement des listes nouvelles, c'est vrai que, alors, cette élection est particulière dans la mesure où c'est la première fois où il y a autant de listes qui ne sont pas dans le serrage habituel. À l'exception de 5 listes sur 12, les 7 autres se revendiquent, même si on peut y placer Max Mathiasin, se revendiquent de la société civile ou alors des listes citoyennes. Et c'est vrai que dans le développement de leur programme, il y a beaucoup plus des éléments de prospective et des éléments d'orientation stratégique qui nécessiteraient peut-être que soit approfondie la faisabilité de ces orientations stratégiques. Mais ça, c'est un peu normal dans la mesure où l'opposition qui n'est pas au pouvoir, qui n'a pas les leviers, aura du mal à citer des chiffres. Par contre, ce que je regrette, c'est que, par exemple, ces listes citoyennes ne mettent pas adossé à leur programme un certain nombre d'études menés par des universitaires ou des spécialistes et disant voilà, par exemple, au niveau de l'octroi de mer, c'est 300 millions par an, c'est près de 75% pour les communes. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager pour pouvoir la remplacer? Je prends l'exemple de l'octroi de mer comme je peux prendre l'exemple d'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer? Est-ce qu'une TVA régionale peut résoudre le problème? Mais alors, à ce moment-là, quelle étude a été menée? Voilà, c'est ce qui nous a manqué peut-être dans cette campagne. Ce qui est certain, c'est que cette campagne marque un tournant important. Alors, il faut s'attendre à une abstention importante. Pour ma part, je vous avoue que je l'évalue entre 53 et 55% dans cette fourchette-là. Je me demande si je ne suis pas en deçà. Sachant qu'au deuxième tour, il y aura davantage de votes. Mais c'est vrai aussi qu'elle a permis de poser de nouvelles problématiques. Et il y en a une maintenant qui devient récurrente parce que la Guadeloupe commence à s'en inquiéter à tous les niveaux. C'est le départ massif de nos jeunes. Et surtout le fait qu'il y ait une politique de formation mise en place, mais qu'en contrepartie, il n'ait pas été donné aux jeunes la possibilité de pouvoir investir, construire sur place. Mais là encore, ça va plus loin parce qu'il faudrait à ce moment-là de ce qu'on appelle un sursaut relevant du nationalisme économique qui ferait que dans les marchés publics, le seuil qui permet de pouvoir intégrer une priorité à l'emploi local, en tout cas aux entreprises locales, soit élevé, qu'il faudrait multiplier les chartes et les clauses sociales qui donneraient la priorité aux ultramarins pour revenir, donc y compris dans la fonction publique. Et ça demande un débat très large dont l'une des premières phases commence le 7 juillet à l'Assemblée, c'est la loi 4D.